étudiants, je voudrais d'abord remercier mon collègue et ami Benoît Moore pour m'avoir fait l'honneur et le plaisir de m'inviter à parler aujourd'hui devant vous. Cher Benoît, je voudrais également te remercier pour ces propos liminaires, excessivement, extrêmement flatteurs, qui m'auraient fait rougir, si tel n'avait pas déjà été l'effet du délicieux vin que tu m'as fait déguster, le château Saint-Prado, qui est le vin qu'exploite encore la famille Portalis en Provence, dans le Var, et que Jean-Marie Étienne Portalis exploitait à l'époque. Il ne pouvait pas y avoir pour moi de meilleure préparation à cette conférence. Le discours préliminaire au projet de Code civil, plus familièrement appelé discours préliminaire, constitue l'une des figures incontestables de la mythologie juridique française. Le professeur Philippe Mallory ne l'a-t-il pas qualifié de plus beau texte juridique sur la législation qui, en tout temps et en tout lieu, n'ait jamais été écrit? L'institution des discours préliminaires semble aussi vieille que les codes qu'ils accompagnent, puisqu'ils ont fleuri sous des appellations diverses, de prologue, de préambule ou d'exposé des motifs, tout au long de l'histoire de la codification. On en trouve trace dès les premiers codes mésopotamiens, puis dans la codification justinienne, et l'usage se développe au siècle des Lumières jusqu'à l'excès, ce qui n'étonnera pas d'un siècle philosophe et bavard. Carbonnier relève ainsi les plaisanteries qui couraient dans les salons du XVIIIe siècle sur les faiseurs de préambules. Un avocat, par exemple, dénommé Moreau, s'était attiré le surnom de Moreau Préambule, parce qu'il était devenu le fournisseur attitré du chancelier Maupeou, qui lui confiait la rédaction d'un préambule pour toute nouvelle loi en cours d'adoption. Moins anecdotique, l'édit sur les blés adopté à la fin de l'Ancien Régime, qui aurait pu éviter la famine et peut-être sauver la monarchie, resta longtemps en attente de promulgation parce que Turgot n'en finissait pas de choisir entre plusieurs rédactions de préambule. Le préambule n'a pas disparu des codifications contemporaines, comme peut en témoigner la plus récente, le Code civil et commercial argentin, entré en vigueur le 1er août 2015, accompagné d'une introduction du président de la commission chargée de son élaboration. Si les codes attirent les métaphores architecturales, tour à tour qualifiées de monuments, de cathédrales ou de palais, que serait alors, filant la métaphore, un préambule, un discours préliminaire? La prédominance des références à l'art classique, dans les métaphores précédemment évoquées, pourrait conduire à le rapprocher du portique. L'image serait pourtant un peu mièvre, le portique n'ayant guère qu'une utilité esthétique. Meilleure serait sans doute la comparaison avec le tympan roman, qui illustre avec plus de vigueur la double fonction politique et pédagogique du préambule. Le préambule permet d'abord de magnifier le pouvoir qui a favorisé l'adoption du code. Dans cet esprit, le discours préliminaire de Portalis n'est pas exemple de flagornerie excessive, emphatique pour Bonaparte. J'espère que vous n'en voudrez pas de lire ce beau texte qu'est le discours préliminaire dans une vulgaire photocopie. Il y a toujours un plaisir physique, sensuel, à tenir un livre ancien entre les mains, mais j'ai eu peur que mon exemplaire original ne supporte pas le voyage, et donc j'espère que vous me pardonnerez cette lecture d'un si beau texte dans cette photocopie si banale. Voici ce que dit Portalis dans le texte pour flatter bien sûr Bonaparte, illustration de la dimension politique du discours préliminaire. La rédaction du Code civil a d'abord fixé la sollicitude du héros que la nation a établi son premier magistrat, qui anime tout par son génie et qui croira toujours avoir à travailler pour sa gloire, tant qu'il lui restera quelque chose à faire pour notre bonheur. Mais au-delà de cette fonction politique, le préambule poursuit aussi une fonction pédagogique. En exposant les motifs qui ont conduit à l'adoption du Code, il éclaire ces dispositions. La méthode est préconisée depuis l'Antiquité, puisque Platon observait que de la même manière que les musiciens préludent pour préparer l'oreille de l'auditeur, le législateur doit préparer les citoyens à la loi à laquelle ils auront à obéir. Le discours préliminaire n'échappe pas à cette fonction assignée au préambule, Portalis s'y efforçant de justifier l'entreprise de codification comme les principales dispositions du
du Code civil. Dès lors, le préambule apparaissant comme un accessoire classique, voire banal, de toute codification, comment expliquer l'aura acquise par le discours préliminaire, préambule parmi une foultitude d'autres? La dimension mythique du discours préliminaire nous semble tenir à l'unicité magique du moment où il intervient, à l'apogée politique, juridique et culturelle de la civilisation française, instant unique dont Portalis a su profiter avec un incomparable talent. La France de l'Ancien Régime connaissait un droit morcelé qui faisait dire à Voltaire « Un homme qui court la poste en France change de loi plus souvent qu'il ne change de chevaux ». Le souhait d'un code unique, de loi simple, claire, commune à la nation, se manifeste naturellement dès le début de la Révolution, mais l'instabilité de la politique révolutionnaire voue à l'échec les 3 projets de code civil présentés par mon compatriote montpelliérain Cambacérès, à qui Portalis rend hommage dans le discours préliminaire. C'est l'impossible code civil décrit par les historiens. Comme Portalis le constate lui-même, un bon code civil pouvait-il naître au milieu des crises politiques qui agitaient la France? Toute révolution est une conquête. Fait-on des lois dans le passage de l'ancien gouvernement au nouveau? Par la seule force des choses, ces lois sont nécessairement hostiles, partiales. Le Consulat offre une période propice à l'adoption d'un code civil. Le 24 Thermidor en 8, c'est-à-dire le 13 août 1800, Bonaparte nomme une commission de 4 membres pour préparer un avant-projet, Tronchet, Bigot de Préameneux, Malleville et bien sûr Portalis. C'est ce texte, prêt dans un délai de 5 mois, que la commission présente le premier pluviose en 9, le 21 janvier 1800, accompagné par le discours préliminaire sur le projet de code civil, rédigé par le seul Portalis. Le discours préliminaire intervient donc au moment où Napoléon Bonaparte clôt la Révolution, conservant ses acquis et condamnant ses excès, instaurant un régime appelé à dominer l'Europe l'espace de quelques années. La France, première puissance du globe, rayonne alors comme ne le fera plus jamais dans son histoire, les yeux du monde entier fixés sur ce régime qui combine philosophie des Lumières, paix sociale et victoire militaire. À l'instar des grands conquérants de l'histoire, Hammurabi, Justinien ou Gengis Khan, Napoléon Bonaparte était un homme qui avait dans la tête un code et une épée, la parole et l'action, selon la saisissante formule de Balzac. Le code civil adopté en 1804, par ses qualités de forme et de fond, était voué à un destin national et international hors pair qui a incontestablement favorisé dans son sillage le succès du discours préliminaire. Ce succès, le discours préliminaire le doit aussi à une langue unique, équilibre magique d'un style élégant et simple, raffiné et précis, technique et fleuri, empreint d'un sens inné de la formule qui frappe les esprits, comme pouvaient le faire les orateurs romains. Dans la langue de Portalis, il y a du Cicéron, du Racine, du Montesquieu, mais aussi du Chateaubriand ou du Victor Hugo en germe, car le style du discours préliminaire reflète le fugace, trop fugace moment de la littérature française où le classicisme déclinant rencontre le romantisme naissant dans une prose aussi limpide qu'inspirée. La langue de Portalis a la sobre précision du pinceau de David et annonce le lyrisme ondoyant de Delacroix. Si les idées du discours préliminaire étaient ainsi portées par l'air du temps, si son style correspondait à celui de l'époque, il serait pourtant profondément injuste de ne pas relever les immenses qualités de Portalis qui lui ont permis de transcender son siècle. Portalis avait déjà exercé sa plume comme avocat sous l'Ancien Régime, ferraillant contre Mirabeau. Nourri des auteurs classiques, influencé par le jansénisme et les théories du droit naturel, Portalis évoque à de multiples reprises, dans le discours préliminaire, comme un leitmotiv, l'équité naturelle, boussole qui fixe le cap du discours préliminaire et par là du Code civil. Portalis a participé
à la formidable effervescence intellectuelle du XVIIIe siècle, marquée par Rousseau, et surtout par Montesquieu, dont on trouve de multiples références dans le discours préliminaire. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, nous dit l'auteur de l'Esprit des lois, repris comme un écho par Portalis. Il ne faut point de lois inutiles, elles affaiblissent les lois nécessaires. Portalis emprunte même sa méfiance envers l'idée d'uniformité à un célèbre passage de Montesquieu, écrivant « Il y a certaines idées d'uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits, car elles ont touché Charlemagne, mais qui frappent infailliblement les petits. » Formule ici encore, reprise dans le discours préliminaire, l'uniformité est un genre de perfection qui, selon le mot d'un auteur célèbre, saisit quelquefois les grands esprits et frappe infailliblement les petits. À la suite de l'auteur de la théorie des climats, défenseur de la diversité des coutumes, Portalis, par un curieux paradoxe de l'histoire, ne voit pas, en 1799, peu de temps avant qu'il participe à la rédaction du Code civil, l'utilité d'adopter un code unique pour le pays, considérant qu'une mosaïque de peuples ne pouvait se satisfaire que d'une diversité de lois. Si cette réticence s'estompe par la suite, elle affleure, ici ou là, dans le discours préliminaire. Comment donner les mêmes lois à des hommes qui, quoique soumis au même gouvernement, ne vivaient pas sous le même climat et avaient des habitudes si différentes? Au-delà, affirmer que les lois doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites, met en lumière le paradoxal destin du Code civil français, être le terroir qui a puisé sa sève en la terre française, selon la formule d'Albert Sorel lors du centenaire, mais être voué à un rayonnement international exceptionnel. De Montesquieu, Portalis hérite surtout d'un modérantisme foncier qui lui permet de traverser sans trop d'encombre la Révolution, même s'il a dû quitter le pays au moment de la Terreur. Modération qui le conduit à un conservatisme pragmatique et sceptique, transparaissant dans le discours préliminaire. Pragmatique parce que Portalis ne veut pas faire du passé table rase. Le Code civil se nourrit du passé, l'ancien droit et le droit intermédiaire. Sceptique parce que Portalis se méfie d'un engouement inconsidéré pour la nouveauté qui pourrait se révéler néfaste. Il faut laisser le bien si on est en doute du mieux. En corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même. Il serait absurde de se livrer à des idées absolues de perfection dans des choses qui ne sont susceptibles que d'une bonté relative. Au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer. L'histoire nous offre à peine la promulgation de 2 ou 3 bonnes lois dans l'espace de plusieurs siècles. L'influence de Montesquieu, enseignant qu'on ne doit réformer les lois qu'avec une main tremblante, semble une fois encore prégnante. Cette prudence de Portalis se traduit dans un esprit de compromis qui lui a permis de réaliser l'autre grande tâche de sa vie, la conclusion du concordat entre la France et la papauté, et qui lui a permis d'influencer l'ensemble du Code civil, compromis entre tenants de l'Ancien Régime et partisans de la Révolution, compromis entre cléricaux et laïcs, compromis entre juristes des pays de droit écrit et juristes des pays de droit coutumier. Cet esprit de compromis a parfois pu être raillé. De Portalis, on a pu dire qu'avec le cardinaux, il avait le langage des sacristies, et au Conseil d'État, avec les mainteneurs des acquis de la Révolution, l'argument des philosophes. Mais l'ironie est trop facile pour être convaincante. Cette volonté de compromis constitue l'essence du génie de Portalis, qui a su concilier avec un immense talent les différents courants de pensée centripètes agitant la France au début du XIXe siècle. L'esprit de compromis de Portalis n'est pas facilité intellectuelle, faiblesse de caractère ou manœuvre politicienne, mais choix mûrement réfléchis, construits, fondés. La leçon de Portalis, apportée au-delà des hommes,
Si les réformes entreprises en droit des personnes et de la famille dans la seconde moitié du XXe siècle ont permis de sauver le Code civil, c'est qu'elles étaient dominées par l'esprit de compromis que leur inspirateur, Jean Carbonnier, a puisé chez son glorieux prédécesseur. Cette sagesse, nourrie à tant de sources, permet au discours préliminaire, dans sa première partie, de constituer un guide législatif intemporel. Mais sa seconde partie, qui se veut énoncer les principes directeurs du Code civil qui l'accompagnent, porte inévitablement la marque de l'idéologie dominante de l'époque, livrant une vision datée de la société. Un guide législatif intemporel, tout d'abord. Le discours préliminaire constitue un guide de légistique, de codistique, pourrait-on dire même, intemporel, car il propose des règles fixant l'office de la loi et l'office du juge et de la doctrine qui permettent l'harmonieuse cohabitation des différentes sources du droit. L'office de la loi transparaît dans deux maximes qui résument la quintessence du discours préliminaire. Les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Portalis, dans cette belle formule, dénonce l'arbitraire de la veille, celui de la Révolution, et l'arbitraire de l'avant-veille, celui de l'Ancien Régime. Le rôle de la loi est de répondre aux besoins des citoyens, pas d'imposer en haut le caprice unilatéral d'un monarque ou d'une assemblée. La loi, fruit de la souveraineté nationale, doit être au service du peuple, comme le précise Portalis. Les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Portalis en déduit les préceptes de modération législative. Le législateur doit savoir s'effacer devant l'intérêt général. Il exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. On peut naturellement observer que tel n'a pas toujours été le rôle de la loi dans le régime autoritaire instauré par Napoléon Bonaparte. Chateaubriand le souligne dans une formule cinglante. Le 21 mars 1804 amène la mort du duc d'Enghien. Le duc d'Enghien, c'était un noble qui avait émigré à l'étranger, que Napoléon fait enlever au mépris de toutes les lois internationales à l'étranger, jugé expéditivement, de manière expéditive, et fusillé dans les fossés de Vincennes le 21 mars 1804. Donc Chateaubriand a beau jeu de relever le même jour la mort du duc d'Enghien et le même jour le Code civil ou le Code Napoléon est décrété pour nous apprendre à respecter les lois. Mais la maxime de Portalis n'en constitue pas moins le fondement, l'essence de l'office de la loi dans une société démocratique qui repose sur le contrat social, même si les législateurs contemporains, y compris dans nos sociétés occidentales, bafouent ces principes. La loi tend à n'être plus aujourd'hui l'expression de la volonté générale, mais celle d'un législateur particulier, d'une politique, voire l'expression de la volonté bureaucratique de groupes de pression, n'hésitant pas à multiplier les lois d'une manière désordonnée pour satisfaire ambition personnelle ou étroite vision politicienne. Seconde maxime essentielle fixant le rôle de la loi dans le discours préliminaire, l'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. Au début du XIXe siècle, le néoclassicisme qui prévaut dans la société magnifie le modèle antique. Et dans le monde juridique, l'exemple romain demeure présent dans tous les esprits, en particulier la loi des 12 tables. Le Code civil ne doit-il pas s'appuyer sur ce modèle pour se contenter d'énoncer de grands principes? À l'ouverture de nos conférences, nous avons été frappés de l'opinion, si généralement répandue, que dans la rédaction d'un code civil, quelques textes bien précis sur chaque matière peuvent suffire et que le grand art est de tout simplifier en prévoyant tout. Sensible à la mode de l'époque, le projet de code civil présenté devant la Convention en 1794 par Cambacérès ne contenait ainsi que 297 articles. Portalis projette fort justement cette tentation.
La loi des 12 tables était adaptée à une société romaine primitive. Un code, se contentant d'énoncer quelques principes généraux, ne saurait régir une société développée sous peine d'arbitraire. La conclusion s'impose. Nous n'avons donc pas cru devoir simplifier les lois au point de laisser les citoyens sans règles et sans garantie sur leurs plus grands intérêts. Et toujours habité par le souci de mesure qui le caractérise, Portalis se défend de la dangereuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir. Malgré le souci de complétude qui habite tout codificateur, un code ne peut pas envisager à l'avance toutes les questions pratiques susceptibles de se poser, d'autant plus que la codification cristallise le droit, alors que la société évolue, que ses besoins et ses aspirations changent sans cesse. Cet équilibre que doit tenter de réaliser le code entre les deux écueils opposés, de principes trop généraux ou d'une réglementation trop détaillée, merveilleusement atteint par le Code civil, caractérise une conception de la codification à la française, que l'on peut retrouver, entre autres exemples, dans le Code civil du Québec. Elle s'oppose à la codification de type germanique qui s'efforce d'appréhender l'ensemble des difficultés susceptibles de se poser, marque peut-être de l'esprit analytique du peuple allemand, soucieux de tout prévoir et de tout organiser. Le résultat, lorsqu'il est poussé à son paroxysme, donne raison à Portalis, tant il confine au grotesque. Ainsi, l'ANR prussien de 1794, le Code civil prussien de 1794, contenant plus de 19 000 articles, semble habité par le démon de la casuistique. Pas moins de 5 articles sont consacrés à la situation des hermaphrodites et le Code prescrit méthodiquement par ailleurs la durée précise de l'allaitement maternel. Il reste que le législateur contemporain, même lorsqu'il s'inscrit dans la tradition française, n'hésite pas à se noyer dans une réglementation tatillonne et foisonnante dont l'exemple le plus tristement flagrant se trouve dans la législation européenne. Ainsi, entre mille autres illustrations, le règlement numéro 39-2013 du 21 janvier 2013 dispose solennellement que sur le banc de Porcupine entre le 1er et le 31 mai 2013, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardine, baudroie, aigle-fin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raie, sol commune et aiguillard commun. À se demander si les autorités européennes ne confondent pas dispositions législatives et recettes de la bouillabaisse. Réserver la loi à l'énoncé de règles générales, comme le suggère Portalis, implique la collaboration du législateur avec le juge et la doctrine. Le discours préliminaire accorde une place importante au juge, fruit du pragmatisme de Portalis, confronté aux leçons de l'histoire. Les parlements d'Ancien Régime pouvaient rendre des arrêts de règlement, des décisions générales fondées sur la seule équité, compétence, susceptible de conduire à des solutions parfaitement injustes, comme le traduit le dicton qui prévalait alors: Dieu nous garde de l'équité des parlements. En Provence, dans la terre de Portalis, on disait plus poétiquement: Mistral, Durance et Parlement sont les trois fléaux de la Provence. Le Mistral, parce que c'est un vent qui souffle très fort et qui peut causer des dégâts. La Durance, parce que c'est le principal fleuve qui traverse la Provence et qui, là aussi, lorsqu'il y a des crues et des inondations, peut causer des dégâts. Et la troisième source de dégâts, le troisième fléau, c'était le Parlement avec ses arrêts de règlement. La Révolution, qui magnifie la loi, veut réduire le rôle du juge à celui d'une bouche qui prononce les paroles de la loi, selon la célèbre formule de Montesquieu. Si la loi elle-même ne permet pas de trancher une difficulté, il faut demander au législateur son interprétation. C'est le référé législatif mis en place durant la Révolution. Mais Portalis sait ici se libérer de l'influence de son mentor, de l'influence de Montesquieu. Un code, quelque complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé que 1000 questions inattendues viennent s'offrir aux magistrats. Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu'elles ont été écrites. Les hommes, au contraire, ne se reposent jamais, ils agissent toujours. Et ce mouvement qui ne s'arrête pas et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit à chaque instant
quelques combinaisons nouvelles, quelques nouveaux faits, quelques résultats nouveaux. La jurisprudence permet l'adaptation d'une règle de droit qui reste figée dans sa lettre à une société qui évolue sans cesse. Ainsi, les tribunaux français ont su adapter aux contrats conclus par Internet des textes conçus à l'époque des diligences. Cette faculté d'adaptation sera facilitée par la généralité de la règle de droit que prône Portalis. Ainsi, par exemple, les standards que contient le Code civil du Québec sont comme les pores par lesquels le Code peut respirer, se vivifier et s'adapter par l'interprétation qui lui sera donnée par notre société, comme pouvait le dire M. Gilles Rémillard. Le juge doit appliquer la loi, règle générale, au cas particulier qui lui est soumis. On retrouve là le syllogisme judiciaire qui caractérise la fonction du juge dans les pays de droit continental. Il y a une science pour les législateurs, comme il y en a une pour les magistrats, et l'une ne ressemble pas à l'autre. La science du magistrat est de mettre ses principes en action, de les ramifier, de les étendre par une application sage et raisonnée aux hypothèses privées. L'interprétation judiciaire apparaissant ainsi inévitable, Portalis en oppose deux sortes. L'interprétation par voie d'autorité et l'interprétation par voie de doctrine. La première accorde au juge le pouvoir de rendre des décisions de règlement et Portalis la rejette. Le juge ne peut intervenir que dans le respect de la loi. Quand la loi est claire, il faut la suivre. L'interprétation par voie de doctrine, qui consiste à saisir le vrai sens des lois, à les appliquer avec discernement et à les suppléer, dans les cas qu'elles n'ont pas réglé, correspond seule à l'office du juge. Portalis condamne ainsi l'institution du référé législatif, source d'arbitraire, comme le montre l'exemple du rescrit romain, et d'inutile longueur procédurale, référé législatif qui tombera en désuétude et qui sera définitivement abrogé par une loi du 1er avril 1837. L'interprétation judiciaire ne peut que s'appuyer sur la doctrine, la jurisprudentia, la science du droit. Une classe entière d'hommes se voue dès lors à cette science, et cette classe, consacrée à l'étude des lois, offre des conseils et des défenseurs aux citoyens qui ne pourraient se diriger et se défendre eux-mêmes, et devient comme le séminaire de la magistrature. Portalis balaie l'éternel reproche d'excessive subtilité des travaux doctrinaux qui nuirait à l'accessibilité de la norme. La discussion, la controverse sont indispensables, la société est complexe, évolutive, et la subtilité du droit en constitue simplement le reflet. Et puis, comme le relève malicieusement Portalis, celui qui critique la complexité de la doctrine est souvent le premier à devenir le commentateur le plus subtil et le plus fastidieux. La doctrine a pour rôle, s'appuyant sur l'équité, concept qui trahit l'influence du justnaturalisme, d'aider le juge à combler les silences de la législation. La doctrine constitue ainsi le meilleur rempart contre l'arbitraire du pouvoir judiciaire. Il est trop heureux que la nécessité où est le juge de s'instruire, de faire des recherches, d'approfondir les questions qui s'offrent à lui, ne lui permettent jamais d'oublier que, s'il est des choses qui sont arbitraires à sa raison, il n'en est point qui le soient purement à son caprice ou à sa volonté. Le véritable dialogue des sources que suggère Portalis, en attribuant à chacune d'elles un rôle complémentaire de celui des autres, paraît éminemment moderne et caractérise encore aujourd'hui les pays de droit continental. Laissons, une fois encore, la place au texte. De là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à côté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrines qui s'épurent journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s'accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises et qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation. Si le guide législatif que propose Portalis semble ainsi intemporel,
Les principes directeurs du Code civil, qu'énonce ensuite le discours préliminaire, constituent le reflet de la société française surgie de la Révolution, illustrant une vision sociale datée. Les lois doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites. Rien d'étonnant dès lors que le discours préliminaire nous présente une photographie qui semble aujourd'hui singulièrement fadée des deux piliers du Code civil que sont le patrimoine et la famille. Le Code civil ne consacre pas moins de 1766 articles sur 2281 au patrimoine, dans ses livres 2, des biens et des différentes modifications de la propriété, et 3, des différentes manières dont on acquiert la propriété, symbole de l'importance de la propriété et du contrat pour la bourgeoisie d'affaires arrivée au pouvoir à l'occasion de la Révolution, qui se libère du carcan de la féodalité et des corporations instaurées par l'Ancien Régime. Le discours préliminaire, relativement bref sur la théorie générale des contrats, se contente de justifier par le droit naturel les deux principes fondamentaux qui inspirent le Code et fondent le libéralisme économique, le consensualisme et la liberté contractuelle. Portalis accorde davantage de place au moteur du capitalisme, à l'argent, en particulier pour défendre le prêt à intérêt mal vu par l'Église catholique. L'argent est le signe de toutes les valeurs. Il procure tout ce qui donne des profits ou des fruits. Pourquoi donc celui qui a besoin de ce signe n'en paierait-il pas l'usage comme il paie l'usage de tous les objets dont il a besoin? Le discours préliminaire va, discrètement et sobrement, il est vrai, poser le principe fondamental d'exclusivisme du droit de propriété. Dans l'ancien droit, la propriété demeure profondément liée à la personne. La propriété foncière reflète la place de l'homme dans une société encore marquée par le système féodal. La propriété est fragmentée entre domaine éminent, qui appartient au suzerain, et domaine utile, qui revient à l'exploitant du bien. La Révolution va progressivement supprimer ce système à partir de l'abolition des privilèges par la nuit du 4 août 1789. Comme le résume sobrement Portalis dans le discours préliminaire, tout cela n'est plus. On peut toutefois s'étonner du silence du discours préliminaire sur la définition du droit de propriété formulée dans l'article 544 du Code civil, un des textes les plus célèbres, comme le droit de jouir et disposer de la chose de la manière la plus absolue. L'explication de cette discrétion, avancée par Portalis, semble un peu rapide. Les règles que nous avons posées sur ces différents objets et dont il serait utile de présenter ici le détail sont conformes à ce qui s'est pratiqué dans tous les temps. La réalité est plus prosaïque. Portalis avait déjà justifié l'absolutisme du droit de propriété dans une intervention précédente. Enfin, le discours préliminaire consacre la distinction romaine entre les meubles et les immeubles. Si Portalis, lucide, constate que le peuple qui possède le plus de ses effets mobiliers est le plus riche, le Code civil n'en tirera pas toutes les conséquences, accordant une protection importante à la propriété immobilière et négligeant la propriété mobilière, à l'instar du droit romain pour qui res mobilis, res vilis, la chose mobilière est vile de peu de prix. Le discours préliminaire véhicule donc une conception du patrimoine qui reflète la société française du XIXe siècle, mais paraît aujourd'hui bien archaïque. L'essor du capitalisme, à partir de la révolution industrielle, a transformé la composition des fortunes, faisant des actions ou des obligations un meuble à protéger au même titre que l'immeuble. Plus encore, la liberté du propriétaire ou celle du contractant, conçue comme absolue, au confluent du libéralisme économique et du conservatisme social, sont aujourd'hui largement affaiblies. Le droit de propriété s'est érodé au nom de l'intérêt général ou au nom de l'intérêt détruit, comme peuvent en témoigner pêle-mêle la consécration de l'abus du droit de propriété, la théorie des troubles de voisinage ou le développement des expropriations. Les excès de l'égalité abstraite entre contractants ont été dénoncés
dès le XIXe siècle, et le droit des contrats est aujourd'hui profondément influencé par l'idéologie de protection du faible contre le fort, venue du droit de la consommation. On croirait lire dans le passage que je vais vous faire découvrir du discours préliminaire, écrit pourtant à propos des hypothèques, une condamnation sans appel de l'idéologie consumériste. Voici ce que nous dit Portalis. L'office de la loi est de nous protéger contre la fraude d'autrui, mais non pas de nous dispenser de faire usage de notre propre réseau. S'il en était autrement, la vie des hommes sous la surveillance des lois ne serait qu'une longue et honteuse minorité. Si la vision du patrimoine véhiculée par le discours préliminaire appartient à l'histoire, il en va de même de celle de la famille. Le discours préliminaire accorde une place essentielle à la famille, fondée sur le mariage. Pour l'ancien droit, dominé par les préceptes de la religion catholique, la famille repose sur le caractère sacré du mariage, lien religieux indissoluble. La volonté de promouvoir un droit laïque, détaché de toute influence religieuse, conduit la Révolution à rompre avec cette sacralité du mariage. La Constitution de 1791 déclarant que la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil. Dès lors, l'individualisme révolutionnaire ouvre largement la porte au divorce. Dans le discours préliminaire, Portalis affirme d'emblée le caractère sacré du mariage. Le mariage est une société, mais la plus naturelle, la plus sainte, la plus inviolable de tous. Mais la continuité avec l'Ancien Régime n'est qu'apparente. Le caractère sacré du mariage repose désormais non plus sur un fondement religieux, mais sur un fondement civil. La famille constitue le fondement de la société. La paix et la stabilité de l'État reposent sur la stabilité des familles. La durée et le bon ordre de la société générale tiennent essentiellement à la stabilité des familles, qui sont les premières de toutes les sociétés, le germe et le fondement des empires. La métaphore du gouvernement de la famille, qui revient fréquemment sous la plume de Portalis, traduit clairement le rapprochement entre l'État et la famille. La famille forme de bons citoyens, dévoués au bien commun, obéissant à l'État, et l'idée n'est pas absente en période de guerre. De bons soldats, Portalis relevant ainsi que les familles sont la pépinière de l'État. Cette fonction, assignée à la famille, domine si incontestablement la vision des relations sociales et familiales de Portalis, qu'elle réapparaît dans la péroraison du discours préliminaire par une formule parlante passée à la postérité. C'est par la petite patrie, qui est la famille, que l'on s'attache à la grande. Ce sont les bons pères, les bons maris, les bons fils, qui font les bons citoyens. Pour paraphraser le doyen Carbonnier, avec le discours préliminaire, la sacralité du mariage descend du ciel sur la terre. Seule concession au droit intermédiaire, le maintien du divorce sous l'influence des préoccupations dynastiques de Bonaparte qui songe à se séparer de Joséphine, incapable de lui donner un héritier. Cette brèche, dans son modèle familial, Portalis tente de la justifier aussi longuement que laborieusement dans le discours préliminaire, refusant toutefois le divorce par consentement mutuel. La sacralité civile du mariage conforte le modèle romain du pater familias qui exerce une autorité toute puissante sur sa femme et sur ses enfants. L'autorité maritale est fondée sur la nécessité de donner, dans une société de deux individus, la voix pondérative à l'un des associés et sur la prééminence du sexe auquel cet avantage est attribué. Cette autorité est une sorte de magistrature à laquelle il importe, surtout dans les États libres, de donner une certaine étendue. Le pouvoir du mari est sans partage, si ce n'est la vague limite qu'apporte la confiance dans sa pondération. Le mari administre tout, il surveille tout, les biens et les mœurs de sa compagne, mais l'administration du mari doit être sage et sa surveillance modérée.
Cette infériorité de la femme, Portalis la justifie par un besoin de protection que nécessiterait un être en situation de faiblesse. L'influence du mari se résout bien plus en protection qu'en autorité. C'est le plus fort qui est appelé à défendre et à soutenir le plus faible. Et Portalis ajoute avec un mélange de galanterie et de misogynie qui aujourd'hui paraît complètement désuet, nous souffrons dans un sexe aimable des indiscrétions et des légèretés qui sont des grâces. L'évolution des mœurs allait périmer cette vision d'une famille construite autour d'un mariage conférant une autorité sans partage au pater familias. L'émancipation de la femme, le développement du concubinage, la multiplication des naissances hors mariage vont progressivement susciter de virulentes critiques contre le Code civil. En 1904, une militante féministe vient troubler les cérémonies de célébration du centenaire, elle s'appelle Hubertine Auclair, en brûlant symboliquement un code civil place Vendôme, parce que le code civil symbolisait la domination de l'homme sur la femme, du mari sur sa femme. Le droit positif s'éloigne progressivement du code civil. Il ne doit sa survie qu'à l'abandon du modèle familial défendu dans le discours préliminaire par les lois réformant le droit des personnes et de la famille à partir des années 1960. D'une manière plus fondamentale encore, c'est une révolution copernicienne qui s'opère alors, éloignant irrémédiablement le droit positif des discours préliminaires. Alors que Portalis enseigne que le droit doit fixer un modèle familial pour garantir la cohésion de la société, ce sont aujourd'hui les mœurs qui dictent à la règle de droit son évolution. Ce constat de la vision datée de la société qui transparaît dans le discours préliminaire pourrait inciter au pessimisme. À quoi bon le talent, à quoi bon le labeur si tout est emporté par le temps qui passe? Comme l'écrivait de manière désabusée le doyen Cornu, qui croit écrire sur la pierre n'aura jamais écrit que sur du sable, réveil désenchanté de rêves lapidaires. Il nous semble pourtant qu'un vivifiant optimisme se dégage du discours préliminaire. Les codes œuvrent utilement à la stabilité et à la prospérité des nations, au bonheur et à l'épanouissement des individus, plus encore sans doute que les États eux-mêmes. La preuve en est, comme l'écrit Portalis, que les peuples conquis et les peuples demeurés libres ont toujours stipulé, dans leur capitulation et dans leurs traités, le maintien de leur législation civile. L'expérience prouve que les hommes changent plus facilement de domination que de loi. Comment ne pas songer, en lisant ce passage, à la douloureuse histoire du Québec, passée par le traité de Paris en 1763, de la domination française à la domination anglaise, mais qui a su conserver contre vents et marées sa tradition codificatrice, qui constitue aujourd'hui l'âme de sa culture, au même titre que son parler français chatoyant et son drapeau frappé d'une fleur de lys. Les constitutions et les régimes politiques passent, les codes demeurent. Sans doute parce que de bonnes lois civiles sont le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir. Elles sont la source des mœurs, le palladium de la propriété et la garantie de toute paix publique et particulière. Si elles ne fondent pas le gouvernement, elles le maintiennent, elles modèrent la puissance et contribuent à la faire respecter comme si elle était la justice même. Je vous remercie pour votre attention.